Bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle pause discussion. Et aujourd'hui, je reçois Jean-Claude Raskin, qui est l'auteur de ce livre qui est Rêve d'enfant, publié aux éditions Palmyre. Bonjour, monsieur Raskin. Bonjour. Tout d'abord, merci d'être venu. C'est le plaisir pour moi. Donc. Pour commencer, votre livre s'inspire fortement de votre propre vie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la forme du conte pour raconter une histoire? Ah ben là, j'apprends que j'ai choisi le conte. Je n'ai rien choisi. L'écriture, pour moi, elle vient comme ça. Donc, quand je commence à écrire, de fait, il y a pas mal de mes souvenirs dans ce texte, donc qui est en partie autobiographique. Mais voilà, l'écriture, pour moi, c'est un besoin qui vient à certains moments. Et quand je prends mon stylo et que je me mets devant une feuille blanche avant de passer au clavier, les premières lignes, je ne sais pas d'où elles viennent, ni vers où je vais aller. Après, je construis éventuellement, mais au départ, il y a pas d'idée préconçue. Donc, quand je commence à écrire, je ne sais pas si ça va être autobiographique, ça va être de la fiction, ça va être de la poésie, ça va être une nouvelle, ça va être un roman. J'ai écrit 2, 3 romans, mais je pensais que j'allais écrire une nouvelle. Et j'ai parfois eu l'intention d'écrire un roman, et ça s'est arrêté après quelques pages parce que c'était une nouvelle. Donc je ne sais pas d'intention. Le titre Rêve d'enfant est très évocateur. Que représente ce rêve aujourd'hui pour vous? Ah, pour moi, le rêve, c'est essentiel. Donc je suis coach dans ma vie professionnelle, entre autres, et une des premières choses que je fais avec les personnes qui viennent chez moi en coaching, ou les groupes, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des groupes dans des coachings au niveau national et même international, je travaille toujours au départ, à l'origine, pour retrouver les motivations profondes des individus, et on les retrouve à la fin de l'enfance, vers l'âge de 10, 12 ans, là où on est des préadultes, je trouve. Il y a quelque chose qui est bien fini, et là, on a des rêves. C'est à ce moment-là qu'on a des rêves. Je vais le mettre sur ma tête parce que, voilà, on a ces rêves d'enfant. Pour moi, ils sont essentiels à comprendre la ligne de vie d'un individu. Dans le livre, on ressent une tension entre conformité et liberté. Est-ce un combat que vous avez réellement vécu? Entre conformité et Liberté. ben, je ne vais pas me parler pour d'autres, mais je pense que l'enfance, l'individu, l'homme, la femme, se construisent entre les contradictions de nos parents d'abord, du milieu dans lequel on vit, de notre milieu socioculturel, et nos envies qu'on ne maîtrise pas encore, mais on sent quelque chose en nous, et on est tout le temps dans une contrainte. La liberté, c'est bien, mais si je me précipite dans la rue, je vais me faire écraser par une voiture. Si j'ai pas la contrainte de me dire attention, il y a des voitures qui passent, c'est une contrainte. Ce serait peut-être sans doute plus agréable de courir dans les prés sans barrière, sans clôture, mais c'est irréaliste et c'est utopique. Donc, et puis là, ça amènerait d'autres contraintes, de toute façon, qui sont liées à la nature. La contrainte, elle est permanente. Et forcément, l'éducation, la culture en ont remis des couches, mais on est tout le temps dans cette... et à trouver le bon équilibre. Votre livre évoque une enfance en Belgique assez grise. En quoi cet environnement a influencé votre livre? Alors, je ne pense pas que c'est le climat de la Belgique qui a influencé l'image assez grise. C'est une enfance que moi j'ai perçue comme ça. D'ailleurs, ne me posez pas trop de questions sur mon enfance. C'est une période que j'ai fortement occultée dans ma vie parce que j'ai voulu grandir et me construire en dehors de cette enfance-là, quoi. L'Afrique occupe une place importante dans votre livre. Est-ce un lieu réel pour vous ou symbolique? Ah non, ben, il est devenu un lieu réel, puisque c'est un peu le sujet du livre. C'était un rêve quand j'étais petit, donc je viens de dire que je n'avais pas beaucoup de souvenirs d'enfance, mais j'en ai quelques-uns, ceux qui ont guidé mes rêves et auxquels je me suis accroché, et notamment, c'était ce rêve d'Afrique que j'avais quand j'avais 5, 6, 7 ans, je ne sais pas exactement, cette période. Et là, oui, je m'échappais à travers les images qui étaient dans les bâtons de chocolat Jacques et qu'on recollait dans un grand livre qui s'appelait Mon Congo, puisque c'était avant l'indépendance de la Belgique, du Congo.
et c'était une manière de m'échapper. Donc ce rêve, il était pour moi inaccessible. Voilà, j'aurais pu rêver de 10 000 choses, et de toute façon, je pense que dans l'éducation que j'avais reçue, je pense qu'aucun de mes rêves n'aurait pu être accessible. Ils étaient tous irréels, utopistes. Ben, j'en ai réalisé beaucoup. Donc voilà, dont l'Afrique. Dans le livre, vous parlez d'un coup de fil. Est-ce que c'était le coup de fil du déclic qu'il était important dans votre récit? Oh, le déclic, il avait déjà commencé avant. Je pense que j'en ai eu plein de déclics dans ma vie. Vous savez, j'ai eu un de mes formateurs en coaching il y a bien longtemps, il y a une trentaine d'années, qui nous avait expliqué que en fait, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de malchance. Il y a pour tout individu, il y a des poignées qui passent et qui tournent, un petit peu comme la cloche du carrousel hein, quand on est petit. Et quand on attrape la cloche, ben, on a un tour gratuit. Eh bien, il nous avait expliqué, cette image m'a vraiment marqué. Il y a des poignées qui passent pour tout le monde. Et dedans, il y a des bonnes poignées, il y a des mauvaises poignées. Et puis alors, nous, on est là, et soit on ne les regarde pas passer, soit on se plaint, ou soit on essaye de les attraper. Alors, on les attrape pas toutes, mais si on les attrape, ben, ça permet de faire un tour gratuit ou un tour peut-être vers autre chose qu'on ne connaissait pas. Et donc, là, vous parlez du coup de téléphone. C'est vrai que ça a été un élément déclencheur, mais qu'est-ce que j'avais eu de nombreuses fois la possibilité de poigner, de prendre ces poignées et de vivre ce rêve 10, 15, 20, 30 ans avant ça, même 35, même 40 ans avant ça. Puisque la première opportunité, elle m'est arrivée d'aller en Afrique, c'est quand il y a eu le service militaire qui est arrivé et que j'ai choisi l'objection de conscience. Et j'ai choisi l'objection de conscience non seulement pour mes convictions et pour mes valeurs, mais aussi parce qu'il y avait à l'époque la possibilité de faire un service civil qui permettait de partir à l'étranger. Mais je ne l'ai pas choisi. Voilà. Donc, c'est la poignée que je n'ai pas prise. Alors que ça ne m'aurait rien coûté en argent, c'était même pas. Et on se donne tout le temps des excuses et on ne les prend pas, les poignées. On n'ose pas les prendre parce qu'on a peur de ce qu'il y aura derrière. Et on préfère rester dans une espèce de pseudo-confort. On dit on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. Je pense que c'est dramatique, mais je l'ai vécu, je le vis encore. Et je pense que pas mal de personnes vivent ça. Et moi, je suis admiratif de ceux qui poignent dedans et qui ratent et qui se trompent et qui se perdent et qui font des erreurs. Moi, pour moi, ça, ce sont les exemples. C'est pas ceux qui réussissent. Parce que de toute façon, ceux qui réussissent, c'est parce qu'ils ont raté beaucoup. Vous mêlez humour, tendresse et parfois des passages plus crus. Comment est-ce que vous avez trouvé cet équilibre dans l'écriture? De nouveau, je ne l'ai pas cherché. Alors, l'humour, ça fait partie de ce qui m'a sauvé. Je suis un non-violent parce que ma maman m'avait dit on ne se bat pas. Mais c'était parole d'évangile, hein, donc on ne se bat pas, on ne se bat pas. Donc la non-violence, je ne me suis jamais battu même enfant. Même enfant, je ne me suis jamais battu avec un camarade. Je ne me suis jamais pris, jamais. Je me sauvais ou je prenais les coups. J'ai pris des coups, mais jamais je ne me suis battu. C'était et une de mes manières de m'en sortir, c'est quand je suis arrivé dans l'adolescence, où là, ça devenait plus violent parce que j'avais changé d'école, j'étais passé de l'école primaire à l'école secondaire, et là, j'étais la bête noire des grands, des autres, etc. Et moi, j'étais une victime permanente, et je me suis dit, il faut que je m'en sorte, et j'ai trouvé une piste avec l'humour. Humour noir, humour cassant, humour grinçant, mais l'humour. Et l'humour m'a vraiment sorti d'une situation où j'ai pu m'affirmer, non seulement l'humour, mais la force des mots, qui m'a aussi valu parfois des coups, hein, parce que je m'en suis pas toujours bien servi, et j'ai parfois fait mal avec mes mots et avec l'humour. Mais c'était mon moyen de défense à moi. Votre parcours professionnel est très riche et varié. Vous êtes notamment coach, comédien, scénariste, parolier, attaché de cabinet ministériel. Avez-vous intégré certaines de ces expériences directement dans votre livre? Bon, inconsciemment, sûrement, non seulement dans ce livre-ci, mais dans les précédents. Et encore, là, vous n'avez pas tout dit. Hein. Et je ne fais pas tout en même temps. Hein. Ce sont une succession de choses.
j'ai fait plein d'autres métiers aussi, mais oui, alors vous avez dit quelque chose qui m'a frappé, vous avez dit que vous avez eu un parcours riche. Ben, je vais vous dire, ça dépend de quel point de vue on se place et ce qu'on attribue au mot riche. Parce que financièrement, je vous assure qu'il ne faut pas suivre mon parcours pour avoir de l'argent. Parce que forcément, on ne sait pas accumuler. On est tout le temps sur la route, on est tout le temps en train de changer. Même quand quelque chose va bien, ben moi j'avais envie de changer pour découvrir autre chose. Donc, alors il est riche d'expérience, oui. Vous abordez des thèmes comme la transmission et la désobéissance. Qu'aimeriez-vous que le lecteur retienne en refermant votre livre? Ah, moi, ce que je veux que le lecteur retienne, oui, et j'en ai eu plusieurs témoignages qui me réjouissent, c'est que eux s'y retrouvent avec leur propre vie et qu'ils y fassent, qu'ils s'y accrochent pour se rendre compte de leur propre parcours. Mais rien, moi je ne donne pas des leçons. Mais alors quand quelqu'un me dit, oh mais moi j'ai vécu ça, et puis je sens qu'ils sont partis dans leur vie et dans leurs rêves et dans leur... Et ça, si j'arrive à provoquer ça, ça pour moi c'est le succès. C'est provoquer chez le lecteur quelque chose qui ne m'appartient pas et qui leur appartient, quoi. Mais je leur ai donné la petite graine qui leur a permis d'avancer. Il me reste une dernière question, mais avant ça, est-ce que vous aimeriez nous lire un petit passage de votre livre? Ah, bon, je ne sais pas si j'aimerais bien, mais on m'a dit que je lisais bien. Donc, alors vous l'avez lu aussi. Est-ce qu'il y a une période ou quelque chose qui vous plairait particulièrement? Moi, j'en ai lu une l'autre jour. Oui, mais j'aime bien celle-ci où je parle de mon papa, puisque comme vous avez vu le livre, vous savez que mon papa a un rôle quand même fort du début à la fin du livre. Et forcément, donc, je parle un petit peu de ma maman, de mon papa, de mes frères, de mes sœurs, pour avancer et puis pour en revenir au sujet principal. Alors, mon papa, quand il était petit, en fait, il nous a jamais dit ce qu'il faisait quand il était petit. On a appris par petits morceaux. Ses parents étaient pauvres. Le papa travaillait comme bûcheron en hiver et puis dans des fermes en été, de ferme en ferme pour la fenaison ou la moisson, je ne sais plus. Et puis papa est parti à 20 ans ou vers là. Il a décidé de partir à la ville pour réussir et devenir riche. Et de son petit village ardennais, il est monté à Liège. Et il a découvert la vie de la cité, qui est ardente. Puis là, on ne sait pas grand-chose. C'était juste après la Première Guerre mondiale et il y avait du travail partout. Alors il a été aux conduites d'eau, au chemin de fer, chez Anglebert, mais on ne sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est que quand il est rentré chez lui à Arbrefontaine, ce petit village des Ardennes, il a installé l'électricité chez ses parents. La première maison du village à avoir l'électricité. Mon père, ce héros. Après, on a appris qu'il allait voir des courses de moto à Francorchamps. Après, on a appris qu'il avait eu un permis de conduire. Mais vous vous rendez compte, aller aux courses, avoir un permis de conduire, dans les années 20, mon père a dû réaliser certains de ses rêves. Je ne sais pas lesquels, mais il a dû en réaliser. Ça, c'est sûr. Après ce livre, avez-vous le sentiment d'avoir accompli une partie de ce rêve d'enfant? Ah oui, non, avec certitude. Ce rêve-là, je l'ai pleinement réalisé. Oui, oui. Je l'ai réalisé, j'en ai pris conscience, et c'est la fin du livre en 2010, donc il y a une quinzaine d'années. Mais depuis, je l'ai vraiment concrétisé. Je suis retourné des dizaines de fois en Afrique pour faire ce que j'avais envie d'y faire, c'est-à-dire pas y aller en vacances, mais pour contribuer, pour participer à la vie des Africains, des Congolais, des Burundais, des Sénégalais. Enfin, j'étais dans plusieurs pays d'Afrique et amener ma modeste pierre, pas du tout avec l'esprit du colon, mais avec l'esprit de partage. Et non seulement je pense que je leur ai apporté quelque chose, mais je pense qu'ils m'ont autant apporté, si pas davantage, que ce que j'ai pu leur apporter. Parce que cette richesse dans l'échange, elle est extraordinaire, et avec tous les peuples du monde. Mais moi, c'était le peuple africain qui me passionnait.
bien sûr. Merci beaucoup Jean-Claude Raskin d'être venu et d'avoir partagé ces belles discours avec moi. Un grand merci à vous et merci aux téléviseurs, non, comment on dit, pas des Les téléviseurs, spectateurs. aux spectateurs, voilà. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien.